Et nous sommes donc toujours en direct depuis le World AI Cannes Festival, donc en partenariat avec le département des Alpes-Maritimes et la Maison de l'Intelligence Artificielle. Nouveau rendez-vous consacré à l'IA, territoire durable et sécurité, animé, modéré par Fabienne de Thomas, responsable projet innovation pour le pôle de compétitivité SCS. Alors nos invités, bonjour Fabienne, nos invités, le général Patrick Perrault, coordinateur IA pour la Gendarmerie nationale. Bonjour Général. Alan Ferbach, CEO de Videtix. Bonjour Alan. Michel Roqueplan, vous êtes le CEO de... Alors le nouveau nom de votre entreprise, et vous pouvez prendre le micro, ça a changé entre-temps. Entre-temps, Inessence. Voilà, Inessence. Et puis Frédéric Ferzin, qui est le cofondateur de Azure IA. Voilà, vous allez vous exprimer pendant une quinzaine de minutes autour de la thématique IA, territoire durable et sécurité. C'est à vous, Fabienne. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, pour aborder cette thématique du territoire durable et sécurisé, on va d'abord commencer par le côté durable avec vous, Michel. Donc, vous êtes membre SCS de l'écosystème SCS, mais aussi d'un autre pôle de compétitivité qui est ici dans la salle, Cap Énergie. Et vous êtes issu du bâtiment. Et vous étiez très très loin de l'intelligence artificielle, et grâce à un service SCS qui s'appelle le Diac Flash IA, vous avez été acculturé et vous avez finalement implémenté de l'intelligence dans vos solutions de monitoring, et vous êtes un peu pionnier dans ce milieu du bâtiment. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Effectivement, le bâtiment n'est pas un secteur de prédilection pour l'intelligence artificielle, et pourtant Dieu sait que les sujets seraient nombreux, notamment en matière d'énergie, où effectivement nous avons en cours de développement une solution basée sur l'intelligence artificielle et destinée à aider l'usager dans la gestion énergétique des logements de demain, afin d'arriver à des économies d'énergie, des économies de budget et à lutter contre la précarité énergétique. Merci. Une autre société qui a bénéficié de services SCS et de dispositifs de financement, c'est Azure IA. Alors Frédéric, vous êtes donc fondateur de Azure IA, et vous êtes lauréat de plusieurs appels à projets européens, dont un qui est Security. Et vous avez développé des solutions embarquables autonomes en énergie, notamment pour la sécurité du territoire. Et d'ailleurs, on peut en voir un prototype ou un premier démonstrateur sur le stand du salon. Oui, alors le cœur de métier d'Azure IA, c'est effectivement l'IA embarquée. Donc le domaine de prédilection, c'est la surveillance et la protection de l'environnement, avec une notion de sécurité au sens large. Pour cela, nous avons développé une IA financée par une bourse French Tech Emergence qui nous permet de traiter de manière frugale l'imagerie multispectrale. Et pour démontrer l'utilité de cette IA embarquée, nous avons développé, grâce au projet Security, un aérostat intelligent qui embarque notre IA pour faire de la détection en temps réel et de l'alerte en temps réel sur des événements d'intérêt tels que des départs d'incendie, du search and rescue en mer. Voilà, nous avons plusieurs activités, plusieurs applications de ce type-là, qui effectivement, dont certaines qui sont sur notre stand en démonstration. On peut aller voir sur votre stand effectivement cet aérostat. Alors on va enchaîner peut-être avec aussi Videtix. Donc Alan, vous avez également bénéficié, je dirais, de dispositifs de financement et de services de SCS, notamment à travers le dispositif national de BPI Challenge IA. Donc vous êtes lauréat d'un challenge avec un sponsor, donc un grand groupe, on va dire, Next Robotics. Et grâce à ce dispositif, vous avez bien sûr répondu à la demande, aux besoins du sponsor, mais vous avez pu en parallèle innover sur vos produits et vos services grâce aux briques technologiques développées grâce à ce dispositif. Oui, bien sûr. Donc, chez Videtix, nous, on propose des solutions d'analyse vidéo par intelligence artificielle. Donc, on vient récupérer les flux des caméras de vidéoprotection afin de faire la détection d'objets, donc de personnes, de véhicules, de bateaux. Sécurité, soit sur la partie plutôt mobilité. En fait, vraiment comprendre comment le citoyen utilise l'espace public pour aménager le territoire en conséquence. Et on a eu la chance de pouvoir travailler justement avec Next Robotics, où là, on va un peu plus loin. On ne va pas juste détecter la personne, on va aussi avoir le squelette de la personne. Ce qui va nous permettre de savoir si on est debout, si on est assis, si on est accroupi. Donc comprendre encore un peu plus l'environnement. Et ça, le but, c'est de pouvoir le mettre dans le monde plutôt civil, donc dans le monde hospitalier,
on va pouvoir détecter des personnes qui sont victimes d'une chute, d'un malaise. Et après, à des fins plutôt sécuritaires, par exemple dans une banque, si plusieurs personnes ont les mains en l'air, on va pouvoir déclencher aussi une alerte. Donc il y a plein de cas d'usage qui peuvent découler de cette brique technologique qu'on a pu développer avec Next Air Robotics. Et vous disiez aussi, pour faire le lien peut-être avec le général Perrotte, que la réglementation très récemment a évolué, autour notamment de la CNIL, et cela va permettre peut-être l'usage de l'IA à des fins de sécurité au sens propre du terme, sécurité du territoire, sécurité du citoyen. Oui, il y a une position déjà de la CNIL il y a quelques mois sur la finalité justement de l'usage des caméras dites augmentées, même si ce terme peut prêter à débattre, je pense. Donc la finalité statistique, ça c'est quelque chose qui, au moins, la position a été actée. Et là, il y a la Cour des comptes, donc le 20 décembre, qui a rendu un rapport pour justement pouvoir expérimenter à usage plutôt sécuritaire l'intelligence artificielle pour les caméras. Donc ça a été validé au Sénat le 31 janvier, donc ça va être en cours, ça va arriver à l'Assemblée, donc on attend de voir, mais le but c'est de pouvoir expérimenter l'acceptabilité justement de ces technologies-là pour les Jeux Olympiques. Et clairement, je pense que, je parle sous votre contrôle, mais c'est la première fois que les Jeux Olympiques vont être lieu vraiment dans une ville. Il y a eu les JO de Londres, mais c'était un peu à l'extérieur de Londres. Donc il va y avoir des enjeux de sécurité extrêmement importants. Et du coup, il y a besoin d'utiliser la technologie pour collaborer avec les hommes et bien sûr garder l'homme au centre des décisions. Alors le général Perrotte, qu'est-ce que ces différentes innovations autour de vous, au niveau du démonstrateur prototype ou leur même solution sur étagère, vous inspirent? Est-ce que vous en avez besoin, vous, dans votre mission de tous les jours, de sécuriser le citoyen? Alors la réponse est oui. La gendarmerie, c'est une force des territoires. On est connu sur les territoires physiques, on est connu dans le territoire cyber. On se rend compte que la tech est créatrice de territoires. Aujourd'hui, on parle de territoires connectés. Effectivement, Alan précisait, parler des Jeux Olympiques. Ça va être effectivement une vraie évolution vers comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la protection des personnes à partir d'outils augmentés. On parle de la vidéo protection, mais il y a d'autres outils qui pourraient effectivement être évalués avant les Jeux Olympiques et permettre d'aller plus en avant encore sur ces futurs territoires connectés. Mais je voudrais aussi évoquer deux autres territoires qui aujourd'hui intéressent la gendarmerie. C'est les territoires virtuels, la création des jumeaux numériques, comment ces jumeaux numériques peuvent nous aider aussi dans la reconstitution de scènes de crime, la reconstitution de catastrophes naturelles. Il y a eu un tremblement de terre en Turquie récemment, mais si ça arrivait en France, le jumeau numérique nous permettrait de le reconstituer pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé, ce qui a pu défailler et potentiellement rechercher des victimes. Donc les territoires virtuels ont trait aux jumeaux numériques. Après, je parlerai bien entendu des territoires immersifs. On parle beaucoup des métavers. On est WICF. Le métavers est un sujet d'actualité. On travaille à la place de la gendarmerie au sein de ces territoires immersifs parce que la différence avec le territoire virtuel, c'est que le territoire immersif, c'est la continuité de notre monde présent dans l'espace virtuel, c'est-à-dire qu'il y aura des relations entre les individus et donc la gendarmerie s'interroge sur la criminalité qui pourrait potentiellement naître de ces différentes interactions entre les individus au sein des territoires immersifs. Donc on a vraiment à la fois un travail autour de la capacité opérationnelle, le développement de l'intelligence artificielle pour mieux sécuriser ces territoires et aussi l'aspect réglementaire, l'aspect juridique, parce que ça pose des enjeux pour demain, pour notre futur à tous ensemble, sur le vivre ensemble au sein de l'ensemble de ces territoires. Alors Michel, vous acquiesciez là au niveau, quand le général mentionnait le jumeau numérique, c'est quelque chose également que... Le micro. Le jumeau numérique, c'est la base de la solution qu'on développe, c'est-à-dire qu'effectivement, sans avoir un jumeau numérique des logements et ensuite des immeubles et des quartiers, ça sera difficile de faire de la gestion d'économie d'énergie. Donc aujourd'hui, on part de là, puisque c'est là-dessus que sont toutes les informations, et c'est à partir de là qu'ensuite on traite, que ce soit en maintenance, par l'intermédiaire des IoT, etc., et qu'on remonte toutes les informations qui sont mises à disposition de notre solution d'intelligence artificielle. Et vous mentionniez aussi, en préparant cette table ronde, qu'un des enjeux majeurs que finalement le Euranova vous avez aussi mis en lumière et que vous avez dû aborder, c'était la sécurité et la manipulation des données.
Tout à fait. À partir du moment où on va travailler sur des données personnelles, puisque ce jumeau numérique donne naissance à un logement, ce logement il est habité, et donc toute la manipulation des données de l'usager, des usagers, effectivement, est à traiter en relation avec notamment la RGPD, mais enfin un certain nombre d'autres choses. Et nous avons, au-delà de l'aspect technique avec Oranova, l'aspect juridique avec Inlex, un cabinet d'avocats qui est à Paris et à Cannes, et où effectivement nous traitons toute la partie, tout le volet juridique de ces données personnelles, de leur sécurisation et bien évidemment de leur protection. Frédéric, ça vous fait réagir aussi, cette manipulation des données? Oui, sur la question sécurité, il y a des questions d'éthique qui se posent. Alors déjà, je pense qu'il faut être clair sur le fait que l'IA n'a rien d'intelligent. Donc, pour la simple raison qu'elle n'a pas de conscience. C'est-à-dire, quand on parle d'algorithmes qui ont des biais, s'ils ont des biais, ce n'est pas l'algorithme qui choisit de faire ces biais, c'est parce qu'elle a été mal entraînée. Donc il faut voir ça comme une bonne chose, le fait que l'IA n'est pas intelligente. Donc tout dépend de la qualité de l'entraînement. Et l'autre question sur la partie RGPD, protection des données, c'est aussi ce qui nous a poussé à faire de l'IA embarquée à proximité des capteurs. Nous traitons l'information au niveau du capteur, entre autres des capteurs d'image, et nous n'envoyons que l'information utile, jamais les images. Donc ce qui est déjà une protection. Alors ça réduit l'impact écologique, vu que seule l'information est envoyée et pas des flots de données qu'ensuite il faut stocker sur des serveurs. Et en plus, ça protège la donnée et les personnes, vu que seule l'information sur l'événement est envoyée et pas les images qui concernent cet événement-là. Une IA frugale, verte et à des fins de sécurité. Oui, général. Oui, moi, je voudrais juste aborder un point aussi, parce qu'on est sur un salon international. Moi, je suis une force de sécurité intérieure, je suis un agent de l'État. Je voudrais insister sur la question de souveraineté. J'ai autour de moi 3 sociétés françaises. Au sein de ce salon, je vois beaucoup de sociétés qui sont potentiellement très utiles à l'enjeu des JO qui vont arriver demain. On n'a pas forcément besoin d'aller sur des solutions américaines, on n'a pas forcément besoin d'aller sur des solutions chinoises. On a un écosystème qui est assez extraordinaire. Et je parle des 3 sociétés qui sont là parce qu'elles ont des solutions différenciées. Toutes ces sociétés ne font pas forcément la même chose. Donc chacun dans son domaine de compétences peut apporter effectivement une véritable plus-value. Alors, il y a celles qui sont autour de moi, mais j'en ai vu plusieurs au niveau du salon. Donc c'est vraiment, je voudrais insister sur ce volet-là, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu éthique de la sécurité, il y a le droit, mais n'oublions pas l'enjeu de souveraineté et les pépites qu'on a au sein du territoire. Oui, tout à fait. Merci pour ce coup de projecteur sur beaucoup de sociétés qui sont aussi chez SCS, qui sont aussi sur le stand. Peut-être, Alan, vous vouliez réagir peut-être aussi à cet enjeu de peut-être manipulation des données ou peut-être souveraineté aussi, parce que vous travaillez aussi avec beaucoup d'utilisateurs, donneurs d'ordre qui sont sur le territoire. Oui, c'est sûr, ces questions de souveraineté, les questions justement d'éthique, c'est vraiment, ils sont centraux. Enfin, je dis d'éthique, c'est vidéo et éthique, donc c'est la valeur centrale qu'on a dans la société. Et c'est sûr que oui, travailler sur la consommation, sur le fait qu'il faut que ce soit en France, toutes les solutions qu'on développe sont forcément en local. Les données ne vont pas sortir justement de la collectivité. Donc c'est tous ces enjeux-là qu'on prend en compte. Et quand on développe nos intelligences et artificielles, même si le mot intelligence, je rejoins totalement, il a été mal traduit de l'anglais. Intelligence en anglais, ça ne veut pas dire la même chose du tout. Et c'est sûr que l'IA ne sont pas intelligents. Il y a des biais et les biais, c'est nous qui les apportons. Comme le côté éthique. Le côté éthique, c'est nous qui devons être éthiques, c'est pas notre IA. Notre IA, elle n'a pas de conscience, ça a été dit par Frédéric, et c'est très juste. Donc c'est pour ça qu'on travaille justement en collaboration avec l'écosystème de Sophia Antipolis pour travailler sur cette notion de souveraineté. Il va y avoir l'IA Act qui va arriver, il va y avoir une table ronde à ce sujet, donc j'aborderai pas le sujet, mais il y a énormément de thématiques à aborder au niveau de l'IA. Vous avez adopté, vous aussi, au sein de votre structure, une gouvernance des données. Vous avez une personne qui est peut-être responsable justement de la stratégie et de la gouvernance des données pour pouvoir être compliant avec la réglementation et le côté éthique justement et éviter les biais. Oui, complètement, et on est accompagné justement par un cabinet d'avocats également qui est sur Sophia Antipolis, qui est EY Venturi, et qui nous accompagne sur ces sujets-là en permanence, puisqu'en plus la loi évolue, les réglementations évoluent, donc du coup il faut les suivre, et donc ça justement au jour le jour on travaille là-dessus. Merci beaucoup. Merci Frédéric, Général Perrotte, Alan et Michel. Merci à tous. Et peut-être rendez-vous pour la prochaine table ronde que l'on va modérer, qui sera sur le sujet de la réglementation, l'AI Act notamment, qui est en co-construction
Et il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire avec des regards croisés entre des juristes, des scientifiques, des industriels qui ont un regard très différent mais très enrichissant pour que cette réglementation soit déployable et efficace. Merci.